Le jour de mon mariage, ma sœur a fait une scène, elle a jeté le champagne, a écrasé mon gâteau et a hurlé « Voilà ce que tu mérites à force de te la jouer supérieure ». Ma mère l'a prise dans ses bras. Elle a juste besoin de se défouler. Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai fait ce que personne n'attendait. J'ai retiré la compte de ses frais universitaires, j'ai gelé le bail que j'avais co-signé, mais c'est à 8h40 le lendemain matin qu'ils ont appris la véritable nouvelle. C'est fou comme un seul instant peut réécrire chaque souvenir que l'on croyait solide. Le 3 août était censé être le plus beau jour de ma vie. 43 invités, un fond de jazz doux. Le lieu était parfaitement éclairé. Ma fiancée, Émilie, semblait tout droit sortie d'un rêve. Je m'étais démené pendant des années. Des missions de consultant, de longs vols, des nuits sur des bancs d'aéroport, des salaires de misère juste pour rester dans la course. J'avais enfin réussi à construire quelque chose. Je pensais que, pour une fois, j'avais le droit de le célébrer. Bethany ne le voyait pas de cette façon. Elle est arrivée en retard. Ça aurait dû être mon premier indice. La cérémonie était déjà terminée. Elle est entrée d'un pas léger, vêtue d'une robe dorée dos nu, comme si c'était le bal de promo. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas souri, a pris une coupe de champagne et s'est trouvée un coin. J'ai croisé son regard une fois et elle m'a regardé comme si j'étais un inconnu. Pour n'importe qui d'autre, elle aurait pu simplement paraître de mauvaise humeur, mais je connaissais Bethany. Ce silence était le prélude. 3 semaines plus tôt, elle m'avait appelé en pleurant parce que sa voiture était de nouveau en panne. Elle m'avait déjà emprunté $1 200 en avril pour des réparations. Cette fois, elle disait en avoir besoin d'une toute neuve. C'était urgent, disait-elle. Je lui ai dit non, non pas parce que je n'avais pas l'argent, mais parce que j'en avais assez d'être toujours son plan B. Et honnêtement, elle ne faisait même plus d'efforts, elle séchait les cours, faisait la fête avec des gens qui avaient le double de son âge, et disait à nos parents qu'elle était en train de se trouver. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je ne pensais pas qu'elle traînerait ça jusqu'à mon mariage. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Comme toujours. Elle a attendu le toast. Juste au moment où je me suis levé pour remercier tout le monde d'être venu, pour parler d'amour, de construire une vie avec quelqu'un qui vous apporte la paix. Bethany s'est levée aussi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait elle-même porter un toast. Mon verre était encore à mi-chemin de ma bouche. Puis elle l'a jeté. Le champagne a volé en un arc parfait et a explosé contre la table des desserts. Il a brisé un cadre photo de moi et Émilie, souriant sur une falaise à Maui. Puis elle a attrapé le gâteau de mariage et l'a poussé comme si elle retournait une table. Le gâteau n'est pas seulement tombé, il s'est effondré. 3 étages, un travail de sucre délicat, des fleurs sur mesure, tout ça étalé sur le sol. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a hurlé assez fort pour que les gens à l'extérieur l'entendent, « Voilà ce que tu mérites à force de te la jouer supérieure ». Le silence qui a suivi était si profond que j'ai pu entendre le vibreur d'un téléphone. Quelques invités ont regardé autour d'eux, espérant peut-être qu'il s'agissait d'une mise en scène ou d'une farce élaborée. Ce n'était pas le cas. Ma mère a couru vers Bethany comme si elle venait d'être agressée. Elle a juste besoin de se défouler, a-t-elle dit, la serrant dans ses bras comme si c'était une victime de guerre. Les parents d'Émilie me fixaient avec incrédulité. Mon témoin n'a pas bougé. Même le DJ a arrêté la musique. Aucune excuse, aucun remords. Bethany n'a même pas pleuré. Elle est simplement sortie, comme si elle avait prouvé quelque chose. Je n'ai pas dit un mot. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que ce n'était pas l'endroit pour le dire. Je n'allais pas la laisser transformer mon mariage en son tribunal. J'ai souri, j'ai dit quelques mots doux à Émilie et j'ai fait un signe de tête au coordinateur. Le reste de la soirée s'est traîné péniblement. Certains ont dansé, d'autres ont essayé de faire comme si rien ne s'était passé, mais il n'y a pas eu de véritable reprise. Le souvenir était déjà gravé. À la maison ce soir-là, Émilie était silencieuse. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui. Ce n'était pas vrai, mais j'étais concentré. Pendant qu'elle se changeait, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail de l'université et j'ai révoqué la compte pour les frais de scolarité que j'avais versés pour Bethany le mois dernier. $9 400, envolés. Ensuite,
Je suis allé sur le portail de location en ligne pour le bail de l'appartement que j'avais co-signé. J'ai verrouillé le compte, les signalé pour examen. Aucune approbation, donc aucun paiement de loyer. Le contrat de location était désormais gelé. Loyer dû dans 5 jours. Le lendemain matin, à 8h40 précise, Bethany m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec 3 textos. C'est quoi ce bordel? Pourquoi le portail est-il verrouillé? Je ne peux accéder à rien. C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas répondu, car ce matin-là n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était le commencement. Au 6e texto, Bethany a laissé tomber la confusion passive. Le dernier disait simplement « Règle ça ». J'ai alors mis mon téléphone en silencieux et je me suis fait un café. Je ne l'ai pas dit à Émilie tout de suite. Non pas parce que je le cachais. Elle m'aurait soutenu de toute façon, mais parce que je voulais une minute pour savourer le silence. Le mariage était terminé. Le chaos était passé. Et pour la première fois depuis des années, j'avais cessé d'être le filet de sécurité de Bethany. Vers midi, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis elle a laissé un message vocal. Ta sœur est très contrariée. Elle se sent abandonnée. Appelle-moi. L'ironie. Elle ne se sentait pas abandonnée quand j'ai co-signé son bail, ou quand j'ai payé son acompte, ou quand j'ai couvert ses frais de découvert, que je l'ai sorti d'une situation Airbnb désastreuse, que je lui ai envoyé $500, juste jusqu'à vendredi, qui se sont transformés en un silence radio de 4 semaines. Personne ne m'a appelé à ce moment-là pour me demander comment je me sentais. Bethany ne m'a pas parlé pendant 2 jours après le mariage. Puis elle s'est pointée devant mon appartement. Émilie l'a vue par le Judas et n'a pas ouvert. Elle a frappé pendant environ 10 minutes. Des coups forts et rythmés, comme un gamin qui cherche la bagarre. Émilie a finalement entrouvert la porte et lui a demandé ce qu'elle voulait. Bethany n'a même pas dit bonjour, elle s'est lancée directement dans ses exigences. Elle a dit qu'elle avait 5 jours pour payer son loyer et qu'elle avait déjà dépensé l'argent de son job d'été, qu'elle comptait sur la compte des frais de scolarité, que je n'avais pas le droit, que j'avais une obligation morale de tenir ma promesse. Émilie lui a dit que je n'étais pas à la maison. C'était un mensonge. J'étais dans le salon, mais je n'étais pas intéressé par une conversation à travers une porte. Pas tant qu'elle ne montrerait pas une forme de remords, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est partie en hurlant quelque chose sur ses droits légaux, sur le fait que je ne pouvais pas tout lui retirer sans préavis. Mais elle avait tort. J'ai vérifié le bail. J'étais le titulaire principal du compte. Elle était la résidente. Elle n'avait aucun pouvoir dessus. Pas légalement. Je pouvais tout arrêter. Et je l'avais fait. 3 jours de plus se sont écoulés. Elle m'a envoyé un email avec pour objet « Tu fais ça sérieusement ?» À l'intérieur, elle détaillait toutes ses dépenses à venir. Elle voulait que je rétablisse les frais de scolarité. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle devrait abandonner le semestre, que si elle était expulsée, ce serait de ma faute. Puis elle a essayé de me faire culpabiliser. Elle a dit qu'elle avait gâché le mariage parce qu'elle était dépassée et que j'aurais dû comprendre, que j'étais la seule personne de la famille avec de l'argent réel et que ça me montait à la tête. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à Émilie avec une note, à ton tour de lire le cirque. C'est là que Bethany a intensifié les choses. Elle s'est de nouveau présentée. Cette fois, elle a attendu qu'Émilie rentre du travail et a essayé de se glisser derrière elle par la porte. Émilie n'a pas crié. Elle a attrapé Bethany par le bras, l'a traînée dans le couloir et lui a dit que si elle essayait encore une fois, elle appellerait la police. Puis, sans crier gare, Émilie a attrapé une poignée de cheveux de Bethany et l'a poussée dans le couloir. Pas de drame, juste de la force brute et nette. Bethany a hurlé et a trébuché, mais Émilie n'a même pas sourcillé. Elle a claqué la porte et l'a verrouillée comme si elle venait de sortir les poubelles. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était mon père. Il a commencé l'appel par un soupir, « Écoute, il faut qu'on parle de ta sœur. » Je lui ai demandé de quoi il voulait parler exactement. Il a dit qu'elle était en pleine spirale et que je devais l'aider à atterrir, que ce qu'elle avait fait au mariage n'était que de l'émotion et que je ne devais pas le prendre personnellement, que j'étais assez grand maintenant pour faire preuve de plus de maturité. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait pendant des années.
Il m'a dit de ne pas la punir pour un mauvais moment. Je lui ai dit que ce n'était pas un moment, c'était une habitude. J'ai raccroché quand il a commencé à parler d'unité familiale, car à ce moment-là, je savais quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore admis. Bethany n'était pas en spirale. Elle était juste, enfin, en train de tomber. Après qu'Emily ait mis Bethany dehors, nous n'en avons pas parlé tout de suite. Ce n'était pas gênant. Nous étions juste silencieux. Je lui ai versé un verre de vin et nous nous sommes assis sur le canapé comme si de rien n'était. Mais je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Pas en mal, plutôt comme si les choses s'étaient stabilisées. Comme si Emily avait tracé une ligne à l'encre indélébile, et qu'aucun de nous n'avait à deviner où elle se situait. Bethany n'est pas revenue le lendemain, mais elle n'a pas disparu non plus. Elle a commencé à envoyer des textos à Emily. Pas à moi, à Emily. Des excuses enrobées de culpabilisation, des petits paragraphes prétendant être matures, mais se terminant toujours par une variation de « il me le doit ». Emily a ignoré tout le monde, a bloqué son numéro après le 4e message. Alors Bethany a changé de tactique. Elle a envoyé un texto à nos parents en disant qu'elle était physiquement agressée et traitée comme un chien errant par Emily. Elle a fait croire qu'elle était venue pour se réconcilier et qu'Emily l'avait prise en embuscade. C'est alors que la discussion de groupe a eu lieu. Mon père nous a ajouté, moi, Emily, ma mère et Bethany, dans un vortex chaotique et à taper, ayons une discussion honnête sans crier ni bloquer. Nous sommes toujours une famille. Bethany a été la première à intervenir. Elle a dit qu'elle était blessée. Qu'elle avait fait une scène au mariage parce qu'elle se sentait invisible. Elle voulait que quelqu'un reconnaisse à quel point elle se sentait oubliée. Elle a prétendu que je lui avais étalé mon succès au visage pendant des années. Puis ma mère s'en est mêlée. Elle m'a dit qu'il était temps d'aller de l'avant et de lui pardonner pendant qu'elle était encore en train de se trouver. Elle a terminé son message par « C'est toujours ta petite sœur ». Emily a quitté la discussion de groupe. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai répondu avec exactement 3 phrases, « Ce n'est pas un bébé ». Elle a 22 ans et elle doit apprendre le prix du manque de respect. Silence après ça. Personne n'a répondu. Pas de bulle de frappe. Juste cette étrange tension numérique silencieuse qui semble plus forte que des cris. 2 jours plus tard, j'ai appris par ma cousine que Bethany avait fait ses valises et quitté son appartement. Elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle n'a pas trouvé de sous-locataire. L'agence de location m'a contacté pour les derniers papiers. Je ne me suis pas battu. J'ai tout signé, je me suis assuré que mon crédit était en sécurité et j'ai tourné la page. Mais le coup de grâce est arrivé une semaine plus tard. Bethany s'est réinscrite à l'université. Pas à mon nom, à celui de mes parents. Il s'est avéré qu'ils avaient payé les frais de scolarité eux-mêmes. Après toutes les plaintes sur l'argent, après toute la culpabilité sur le thème, nous n'avons pas les mêmes opportunités que toi, ils ont simplement sorti la carte et payé tranquillement. Pas d'annonce, pas d'excuses. Ils l'ont juste fait comme si ça avait toujours été une option. Donc, ils avaient l'argent. Ils ne voulaient tout simplement pas le dépenser pour elle quand ils pouvaient me mettre la pression. C'en était fini pour moi. Je n'étais pas en colère. Je me sentais juste lucide. Emily et moi nous sommes assis sur le balcon ce soir-là, buvant du vin bon marché et mangeant des restes. Et je lui ai dit que je sentais comme si un poids de 10 ans venait d'être libéré. Elle a souri et a dit, « Bien. Maintenant, nous pouvons vivre. » Et ce fut la première nuit où je l'ai vraiment cru. Environ une semaine après que Bethany ait officiellement quitté son appartement, les choses se sont calmées. Plus de textos rageurs, plus de visites surprises. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que la tempête était passée. Puis ma mère a appelé. Pas de « salut ». Pas de « comment vas-tu ». Juste « tu seras à l'anniversaire de ton père samedi prochain, n'est-ce pas ?» Comme si de rien n'était. Comme si mon mariage n'avait pas été saboté. Comme si ma sœur n'avait pas causé la scène dont les gens parlaient encore. J'ai dit que je n'étais pas sûr. Elle a fait une pause, puis a dit, Bethany sera là. Je veux que vous parliez comme des adultes. Et je veux que tu arrêtes d'être si froid. Cette partie m'a semblé étrange. J'étais le froid. Pas celle qui a détruit un gâteau de mariage et hurlé devant une foule. Pas celle qui avait vécu à mes crochets ces 3 dernières années, mais celui qui avait finalement dit, ça suffit.
C'est contre lui qu'ils étaient en colère. J'ai raccroché sans rien promettre. Ce soir-là, Émilie et moi avons préparé le dîner et n'en avons même pas parlé avant d'être à mi-repas. Elle a dit que nous ne devrions pas y aller. J'étais d'accord. Puis, vendredi soir, la veille de la fête, quelque chose d'encore plus ridicule s'est produit. Bethany m'a envoyé une demande Venmo de $1800. Libellé, pour le gâteau et le cadre cassé. Lol. Disons qu'on est quitte. Je n'ai même pas réagi au début. J'ai juste tendu mon téléphone à Émilie et je suis sorti sur le balcon. Quand je suis revenu, elle avait l'air le plus calme du monde. Je lui ai demandé ce qu'elle avait écrit. Elle a haussé les épaules et a dit, ça ne va pas lui plaire. 15 minutes plus tard, Bethany nous avait bloqués tous les deux sur toutes les plateformes. Nous ne sommes pas allés à la fête d'anniversaire de mon père, mais Bethany y est allée, et elle ne l'a pas fait discrètement. Elle s'est présentée dans une combinaison blanche qui ressemblait étrangement à une tenue de mariée. Ma cousine Cara nous a envoyé une photo avec la légende « Elle ne va pas bien ». Apparemment, elle a amené un agent immobilier qu'elle avait rencontré 2 semaines plus tôt et a dit à la moitié des invités qu'ils emménageaient bientôt ensemble. À l'autre moitié, elle a dit que « de grandes choses se préparent ». Elle n'arrêtait pas de le répéter. De grandes choses. Ce lundi-là, nous avons découvert ce qu'était la « grande chose ». Bethany a lancé un podcast. Le titre, Blessure de lignée, grandir avec l'enfant en or. La bande-annonce a été diffusée sur Instagram et TikTok. Dans la voix off, elle disait des choses comme « Je pensais que la famille signifiait la sécurité » et, parfois, « Les personnes les plus toxiques sont celles avec qui vous partagez un nom de famille ». C'était si théâtral que ça semblait scénarisé. Mais elle n'avait pas fini. À la fin de la vidéo, elle a remercié un sponsor, une application de thérapie, exactement celle que je lui avais présentée 1 an plus tôt quand elle m'avait appelé des toilettes d'un bar, en larmes à cause d'une crise de panique. Elle avait signé un vrai contrat. Ils ont reposté sa vidéo. Elle a eu plus de 10 000 vues en 24 heures. Les gens dans les commentaires adoraient, la qualifiant de courageuse, lui demandant des conseils, lui disant qu'ils se reconnaissaient. Je me fichais du podcast lui-même, mais quelque chose à ce sujet me mettait mal à l'aise, comme si j'étais lentement intégré dans la fiction de quelqu'un d'autre. Puis est venu le rebondissement que je n'ai jamais vu venir. Elle m'a envoyé un email. Objet, parlons. Le corps du message était court. J'aimerais qu'on se voie. Pas de drame, juste une conversation. J'ai des choses à te dire. Je pense que tu seras fier de moi. Pas d'accusation, pas d'insulte, juste une formulation calme et parfaitement composée. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Émilie l'a lu 2 fois et a dit, elle n'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Elle tend un piège. J'ai répondu par une seule ligne, Émilie sera là aussi. Elle n'a jamais répondu. Mais j'avais le sentiment que ce n'était pas fini. Et j'avais raison. 3 jours après l'email, mes parents se sont présentés à notre appartement. Sans appel, sans avertissement, ils ont juste sonné à 19h15 alors qu'Émilie et moi dînions. J'ai ouvert la porte à moitié, sans rien dire. Mon père a fait un petit signe de la main comme si c'était une simple visite amicale. Ma mère avait son sac en bandoulière comme si elle avait prévu de rester. Elle a dit, nous voulons juste parler calmement. Je leur ai dit qu'ils avaient 3 minutes. Ils sont entrés quand même. Émilie est restée dans la cuisine, les bras croisés, sans parler. Elle n'allait pas faire le coup du faux sourire. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait où elle se situait. Ma mère a commencé. Elle a dit que Bethany traversait une période de transformation et avait fait des erreurs qu'elle regrettait profondément. Elle a dit que le podcast était juste sa façon de gérer les choses, que je ne devrais pas le prendre si personnellement. Puis mon père a ajouté, elle veut une relation avec toi. Elle ne sait juste pas comment le dire. J'ai demandé si Bethany avait réellement dit ça ou s'ils espéraient juste que je tombe dans le panneau. Ils n'ont pas répondu. Puis ma mère a dit quelque chose qui a tout arrêté. Elle a réemménagé avec nous temporairement, juste le temps qu'elle s'organise. Émilie a laissé échapper un souffle assez fort pour que toute la pièce l'entende. Le tableau était donc complet. Ils avaient payé ses études. Ils l'avaient laissé réemménager. Et ils étaient là maintenant, non pas pour me demander quoi que ce soit, mais pour s'assurer que je ne lui rendrais pas les choses plus difficiles.
Ils n'étaient pas des médiateurs. Ils géraient la situation. Je leur ai demandé sans détour s'il lui avait déjà dit que ce qu'elle avait fait au mariage était mal. Ma mère a dit qu'elle était dépassée. Mon père a dit qu'elle ne voulait pas tout gâcher. J'ai demandé à nouveau, est-ce que l'un de vous deux lui a dit que c'était mal? Ils n'ont pas parlé. Ça m'a tout dit. Ils n'étaient pas en colère contre elle. Ils étaient embarrassés. Et le moyen le plus simple de faire disparaître l'embarras était de le rejeter sur moi. Je leur ai dit que j'en avais fini avec l'argent, la culpabilité, les jeux. Que s'il voulait continuer à financer sa vie, il le pouvait, mais que ça ne viendrait plus de moi. J'ai dit qu'ils avaient fait un excellent travail en élevant une fille qui croit que les conséquences n'existent pas. Puis je leur ai demandé de partir. Ils ont hésité, mais ils sont partis. Bethany ne m'a pas contacté après ça, mais son podcast a continué. L'épisode 2 parlait des frères et sœurs narcissiques. L'épisode 3 s'intitulait « Quand ils vous font passer pour le fou ». Émilie et moi avons ri de celui-là. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié le bail de notre appartement. Il nous restait 8 mois. J'ai regardé nos économies, fait les comptes, et j'ai dit à Émilie que nous devrions faire un voyage, quelque chose de lointain, de chaud, quelque chose qui n'avait rien à voir avec tout ça. Elle a souri. Le lendemain matin, nous avons réservé 2 vols aller-retour pour les Maldives. Nous partions dans 6 semaines. Pas de famille, pas de drame, juste la paix. Le genre de paix qui semble enfin méritée. Le dernier message que j'ai reçu de Bethany est arrivé 2 jours avant notre vol. Juste un emoji de feu. Pas de mots, pas de contexte, comme si elle essayait d'envoyer un vague avertissement ou peut-être juste de me rappeler qu'elle regardait toujours. Je l'ai montré à Émilie pendant que nous récupérions les étiquettes de bagages. Elle n'a même pas réagi. Elle a juste scanné sa carte d'embarquement et a dit « Parfait. Laisse-le brûler ». J'ai bloqué le numéro. C'était le dernier fil qui nous reliait avant le voyage. Il y avait aussi un silence de la part de tous les autres. Mon père n'a pas appelé. Ma mère a envoyé un texto générique « J'espère que tu vas bien », que j'ai ignoré. Il n'y avait plus de leçon de morale, plus de culpabilisation. Je pense qu'ils ont finalement réalisé que ce ne serait pas moi qui réparerais ce qu'ils avaient cassé. Pas cette fois. Nous sommes partis pour les Maldives un jeudi matin. Pas d'escale, pas de précipitation. J'ai regardé Émilie dormir contre le hublot alors que nous survolions des kilomètres d'océan. Et pour la première fois depuis des années, mon cerveau n'avait pas l'impression d'être en feu. Pas de calcul, pas de plan financier, pas de mission de sauvetage, juste le calme. Notre bungalow était sur l'eau, littéralement. On pouvait entendre l'océan sous le plancher. Il y avait une pancarte à l'intérieur, pas d'horloge. Laissez le temps redevenir vôtre. Ça m'a touché plus que ça n'aurait dû. Nous n'avons pas parlé de Bethany. Pas une seule fois. Pas avant le 4e jour. Nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse. Juste le son des vagues et des oiseaux. Quand Émilie a dit « Tu penses qu'ils l'admettront un jour ?» Je n'ai pas eu besoin de demander de qui elle parlait. Non, j'ai dit. Mais je pense qu'ils le savent, et je le crois vraiment. Pas de manière consciente et réfléchie, mais dans ce silence inconfortable qui s'installe quand votre bouc émissaire préféré s'en va pour de bon. Ils savent que j'étais toujours celui qui nettoyait ses dégâts. Ils savent qu'ils l'ont laissé faire parce que c'était plus facile que de lui dire non, et ils savent définitivement maintenant qu'ils ne peuvent plus faire appel à moi de cette façon. Bethany est restée avec eux. Elle n'a pas trouvé de nouvel appartement. Son bail a expiré tranquillement et l'immeuble a remis l'unité en location sans problème. Je le sais parce que la société de gestion m'a contacté pour la confirmation de la signature finale. Elle ne m'a jamais contacté à ce sujet. N'a jamais dit merci. N'a jamais dit pardon. Elle ne le fera jamais. Mais j'ai arrêté d'attendre ça. Je n'ai pas besoin des excuses. J'avais juste besoin que ça se termine. Le podcast a continué pendant encore 2 épisodes. L'un portait sur le fait d'être effacé par son système de soutien. Un autre sur l'abus financier au sein des familles. Je ne l'ai pas écouté, mais Carassi. Elle a dit que Bethany déformait tellement la vérité que ça n'avait plus de sens. Les gens ont arrêté de s'engager. Les commentaires se sont raréfiés. Le sponsoring a disparu. Après ça, plus rien.
Le silence n'était pas seulement numérique. Il s'est infiltré dans la vie réelle. J'ai arrêté de consulter ses réseaux sociaux. Ma mère a cessé d'envoyer des textos de groupes passifs-agressifs. Mon père ne l'a pas mentionné la seule fois où il a appelé pour demander un mécanicien. Finalement, Cara m'a dit que Bethany s'était de nouveau inscrite à des cours à temps partiel, en utilisant l'argent de mes parents cette fois. Apparemment, ils ont puisé dans un fonds d'urgence qu'ils gardaient pour les mauvais jours. J'ai failli rire. Il s'avère qu'ils l'avaient depuis le début. Ils ne voulaient simplement pas l'utiliser. Pas avant que je refuse de le faire. Émilie et moi sommes revenus à une version différente de la vie. Nous avons déménagé dans un meilleur endroit, plus loin de la ville, plus près du calme. Plus de téléphones qui vibrent, plus de paiements partagés, juste nous. J'ai eu une nouvelle carte de crédit, laissant derrière moi mes jours de co-signataire. J'ai même changé le mot de passe de mon compte bancaire pour la première fois en 6 ans. Plus de retraits surprises. Plus de demandes Venmo intitulées « S'il te plaît, ne demande pas ». Nous ne parlons plus du mariage. Nous n'en avons pas besoin. C'est juste un étrange incident dans une histoire qui ne nous appartient plus. Certains soirs, nous nous asseyons sur notre nouveau Porsche avec du vin et regardons le chien des voisins chasser les papillons de nuit sous la lumière. Nous parlons de choses concrètes, de livres, de voyages, d'idées, de l'entreprise qu'Émilie prévoit de créer. De vraies choses. Cette vieille vie. Elle ne me semble même plus être la mienne. C'est quelque chose que j'ai vu se produire. Quelque chose sur lequel j'ai tourné la page. Parfois, il ne faut pas combattre le feu. Parfois, il suffit de le laisser se consumer de lui-même et de s'éloigner, enfin au chaud.